Je m'appelle Yohan Gaboro. En parallèle de cette thèse que je mène à mi-temps, j'exerce le métier de médecin généraliste. Dans cette capsule vidéo, je vais vous exposer ma thématique de travail et les premiers résultats obtenus. Les parois de vos vaisseaux se revêtent d'un endothélium qui participe à une circulation sanguine particulièrement fluide. Malheureusement, par différents facteurs, une lésion de votre paroi vasculaire peut se créer. En présence d'une lésion tissulaire, au contact du sous-endothélium, une cascade complexe s'active. Elle permet la constitution d'un caillot sanguin composé de globules rouges et de plaquettes, liés ensemble par une protéine appelée la fibrine. Lorsque le caillot sanguin s'est accroché à la paroi vasculaire, il arrive que la cascade de la coagulation devienne trop puissante et s'emporte. Le caillot physiologique devient un thrombus. Ce thrombus peut alors partir dans la circulation sanguine et aller se loger dans des vaisseaux de plus petit calibre dans le lit d'aval. Dans le cas d'un trouble du rythme cardiaque situé sur l'une des 4 cavités du cœur, appelée la fibrillation auriculaire, le flux sanguin n'est plus liminaire mais tourbillonnant et favorise la formation de caillots sanguins puis d'un thrombus. Votre thrombus reste tranquillement installé dans les remous sanguins de l'oreillette, comme le serait votre bouchon de canne à pêche dans les remous du lit de votre rivière préférée, derrière les cailloux. La complication consiste au détachement du thrombus dans la circulation artérielle, pouvant conduire à l'ischémie cérébrale. C'est le fameux accident vasculaire cérébral que vous connaissez. L'obstruction d'une veine est moins grave, car les veines assurent le retour du sang chargé de gaz carbonique vers le cœur. La gravité d'une thrombophlébite tient à la possibilité pour un caillot de se détacher de la veine et d'être emporté par le sang veineux jusqu'au cœur. Après avoir traversé les cavités cardiaques droites, ce caillot va pénétrer dans une artère pulmonaire et venir obstruer une de ses divisions, provoquant alors une embolie pulmonaire. En tant que soignant, je dispose de médicaments pour vous soigner ou prévenir les complications. Je peux utiliser des anticoagulants. Ils permettent de limiter la fabrication ou l'extension du thrombus en attendant que votre corps le détruise spontanément. Ces médicaments puissants, contrôlant la fabrication du thrombus, contrôlent aussi la fabrication du caillot sanguin qui est nécessaire aux réparations des lésions de l'endothélium vasculaire, si bien que tout en vous soignant votre phlébite ou prévenant votre AVC, je peux tout à fait vous provoquer des hémorragies, parfois graves. Alors comment trouver le meilleur équilibre pour vous ? Nos premiers travaux nous ont conduits à suivre, recueillir et analyser les données d'une cohorte prospective de 982 patients du bassin grenoblois. Sur cette cohorte, 2,9% des patients ont présenté une hémorragie sévère à 1 an. Avec l'utilisation de scores de risque hémorragique, 8,2% des patients classés à haut risque en ont effectivement présenté une. Enfin, le facteur prédictif principal de la survenue de cette hémorragie majeure était l'anémie sévère à l'inclusion. Sur cette même cohorte, en s'intéressant aux hémorragies non majeures mais nécessitant une prise en charge médicale, 12% des patients ont présenté cet événement à 1 an. L'anémie sévère confirmait être un facteur prédictif majeur, accompagné de l'antécédent d'hémorragie digestive et de la prise d'antiagrégants plaquettaires. Sur l'étude précise de la capacité discriminative des scores prédictifs disponibles, 8 scores ont été testés. Aucun des 8 scores n'a atteint les objectifs attendus. Devant l'hypothèse que les scores cliniques existants ne fonctionnent pas malgré les recommandations de sociétés savantes et qu'une méta-règle puisse exister, nous sommes associés à une étude de cohorte prospective nationale
auprès de 463 médecins généralistes ayant recruté 7154 patients traités par anticoagulants sur le suivi à 1 an des 3082 patients tirés au sort. 1,7% d'entre eux ont présenté une hémorragie majeure, 2,5% une non majeure. Aucune différence d'événement concernant les récidives de thrombose n'a été détectée, ni sur la survenue d'hémorragie majeure. En focalisant notre attention sur les scores prédictifs, 11 scores sont cette fois-ci testés. Au meilleur des cas, ils étaient moyennement discriminants et aucun ne l'était suffisamment pour les nouveaux anticoagulants oraux directs. Pour les molécules de référence, la capacité discriminative reste tout au mieux modérée et ne correspond pas à celle retrouvée dans l'étude de la cohorte précédente. Il est par contre à noter que, comme dans la cohorte SCORE, les scores testés apparaissent meilleurs lorsque le patient est traité pour une pathologie veineuse plutôt qu'artérielle.